Le millionnaire a essayé de la convaincre d'abandonner le bébé et la quitter, mais 4 ans plus tard, il la retrouve à un mariage et voit une petite fille à ses côtés, et tout a changé. Le vent d'octobre soufflait sur les toits de Montmartre, avec cette fraîcheur caractéristique qui annonce l'arrivée de l'hiver parisien. Clémence Moreau remontait la rue Le Pic, son cabas rempli de courses du marché. Des pommes de terre encore terreuses, un bouquet de persil frisé, une baguette tradition dont la croûte craquait sous ses doigts. Elle avait 30 ans, des cheveux châtains qu'elle attachait négligemment en chignon, et ce regard vif des femmes qui ont appris à se suffire à elles-mêmes. Son appartement se nichait au 5e étage sans ascenseur, d'un immeuble haussmannien fatigué, juste en face du moulin de la Galette. 2 pièces sous les combles, avec une lucarne qui ouvrait sur une vue imprenable sur tout Paris, du Sacré-Cœur illuminé le soir jusqu'à la silhouette lointaine de la Tour Eiffel. L'endroit était minuscule, le parquet grinçait, le chauffage fonctionnait par intermittence, mais c'était son royaume. Des étagères croulant sous les livres tapissaient chaque mur disponible. Balzac, Zola, Duras, Modiano, Nemirovsky. Elle enseignait la littérature française au lycée Jules Ferry dans le 18e arrondissement, un établissement réputé difficile où les élèves arrivaient avec des écouteurs vissés aux oreilles et des rêves en lambeaux. Ce matin-là, comme tous les mercredis, Clémence avait terminé ses cours à midi. Elle avait passé 2 heures à décortiquer le père Goriot devant une classe de première qui semblait plus intéressée par leur téléphone que par la déchéance de Rastignac. Pourtant, vers la fin, quand elle avait lu à voix haute le passage où Vautrin dévoile les rouages cyniques de la société parisienne, quelques regards s'étaient relevés. Un silence s'était installé. Ces moments-là, rares et précieux, justifiaient tout le reste. Elle déposa ses courses dans la cuisine, une alcôve équipée d'une plaque électrique à 2 feux et d'un évier en porcelaine écaillée, puis s'effondra sur le canapé déniché aux puces de Saint-Ouen. Par la fenêtre, Paris s'étalait dans toute sa splendeur contradictoire. Des façades bourgeoises côtoyant des immeubles décrépits, des boutiques de luxe jouxtant des épiceries maghrébines, une ville-monde où la grandeur et la misère se frôlaient à chaque coin de rue. Son téléphone vibra. Un message de Mathilde, sa meilleure amie depuis la fac. Expo Kandinsky ce soir au centre Pompidou. Tu viens? J'ai 2 invitations. Promis. Après, on va boire un verre dans le Marais. Tu ne peux pas refuser. Clémence hésita. Les vernissages n'étaient pas vraiment son univers. Trop de mondanité, trop de regards qui jaugeaient à votre tenue, votre statut. Mais Kandinsky, les couleurs, les formes abstraites qui parlaient directement à l'âme. Et puis Mathilde ne lâcherait jamais l'affaire. D'accord, rendez-vous à 19h devant l'entrée. Elle se leva, fouilla dans son armoire et en sortit la seule robe qui pouvait convenir pour ce genre d'événement. Une robe noire simple, cintrée, achetée lors d'un moment d'égarement chez Zara. Avec ses bottines en cuir et son manteau en laine beige, elle aurait l'air présentable. Pas élégante, pas impressionnante, juste présente. À quelques kilomètres de là, dans le quartier d'affaires de la Défense, Alexandre Valois terminait une visioconférence avec des investisseurs coréens. Derrière lui, les baies vitrées de son penthouse offraient une vue panoramique sur l'Arche de la Défense. Cette structure monumentale qui semblait flotter au-dessus de Paris comme un symbole futuriste de puissance économique. Alexandre avait 30 ans, mais il en paraissait parfois 10 de plus. Le poids des responsabilités peut-être, ou simplement l'absence de légèreté. Grand, les traits anguleux, les cheveux noirs impeccablement coiffés, il portait un costume 3 pièces anthracite, taillé sur mesure chez Arnis. Tout chez lui respirait le contrôle, sa posture, sa voix grave et posée, ses gestes mesurés. Fils unique d'Édouard Valois, fondateur de Valois Technologies, une entreprise spécialisée dans les solutions de cybersécurité pour les institutions financières, il avait grandi dans l'expectative permanente de prendre la relève. « Merci, messieurs », conclut-il en anglais avec un accent parfait. « Nous finaliserons les détails contractuels d'ici vendredi. Excellente journée à Séoul. » Il coupa la communication et se passa la main sur le visage. Fatigue. Une fatigue qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil, mais avec cette sensation sourde d'être prisonnier d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment choisie. Depuis sa sortie de HEC Paris 8 ans auparavant, il avait enchaîné les deals, les négociations, les dîners protocolaires avec des clients qu'il méprisait secrètement. Son père lui répétait sans cesse «
Le nom Valois représente quelque chose dans ce pays. Ne l'oublie jamais. Son appartement ressemblait à une suite d'hôtels de luxe, épuré, minimaliste, sans âme. Des meubles design signés Philippe Starck, un piano à queue Steinway qu'il ne touchait plus depuis des années, des œuvres d'art contemporain achetées sur conseil d'un galeriste pour investir intelligemment. Pas de photos, pas de souvenirs, rien de personnel, juste du vide organisé. Son téléphone sonna. Sa sœur, Margot. « Alex, tu ne vas pas encore me dire que tu passes ta soirée enfermée chez toi ? » « J'ai du travail, Margot. »« Bullshit. Tu as toujours du travail. Viens avec moi au centre Pompidou, il y a un vernissage. Des gens intéressants, de l'art, de la vie. Tu te souviens de ce concept ?» Alexandre soupira. Margot avait 3 ans de moins que lui, mais elle possédait cette énergie vitale qu'il avait perdue en chemin. Elle travaillait dans la mode, voyageait constamment, collectionnait les expériences et les rencontres comme d'autres collectionnent des timbres. « Je ne suis pas d'humeur. Justement. C'est bien pour ça que tu dois venir. Allez, grand frère, fais-moi plaisir. 7 heures devant l'entrée. Ne me fais pas attendre. » Elle raccrocha avant qu'il puisse protester. Alexandre regarda par la fenêtre. Le soleil déclinait sur Paris, teintant le ciel de nuances orangées. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que rester seul ce soir le ferait sombrer un peu plus dans cette mélancolie qui le rongeait depuis des mois. Il enfila un pull en cachemire noir et une veste en tweed, attrapa ses clés et quitta son penthouse aseptisé. Le centre Pompidou brillait dans la nuit parisienne, sa structure tubulaire multicolore tranchant avec l'architecture classique environnante. La foule se pressait déjà à l'entrée, un mélange éclectique d'artistes, de journalistes, de collectionneurs et de simples curieux attirés par la promesse d'une soirée culturelle. Clémence retrouva Mathilde devant les escalators extérieurs. Son amie portait une robe rouge écarlate et des talons vertigineux qui la faisaient tanguer dangereusement sur les pavés. « Tu es magnifique !» s'exclama Mathilde en l'embrassant. « Bon, allez, on monte. J'ai repéré au moins 3 mecs intéressants dans la file. Mathilde, on est ici pour l'art, pas pour draguer. On peut faire les deux, ma chérie, c'est ça, Paris. » Elles pénétrèrent dans les salles d'exposition. Les toiles de Kandinsky explosaient de couleurs, jaune vibrant, bleus électriques, rouge passionné. Clémence se laissa absorber par Composition 8, cette symphonie géométrique qui semblait contenir toute la complexité du monde moderne. Elle aimait cette capacité de l'art abstrait à dire l'indicible, à toucher une zone du cerveau que les mots ne pouvaient atteindre. C'est fascinant, n'est-ce pas? La voix venait de derrière elle, grave, posée, avec une pointe d'ironie. Elle se retourna. Alexandre se tenait là, les mains dans les poches, le regard fixé sur la toile. Il avait cette beauté froide des hommes qui ne sourient jamais vraiment, comme si leur visage avait oublié le chemin vers la légèreté. « Oui, » répondit Clémence, déstabilisée. Il y a quelque chose de mathématique et d'émotionnel à la fois, comme si la raison et le chaos cohabitaient. Exactement. J'ai toujours pensé que Kandinsky était un ingénieur déguisé en artiste. Ou l'inverse. Il lui tendit la main. Alexandre, Clémence, leurs paumes se touchèrent. 1 seconde, 2. Un courant électrique qu'aucun des deux n'avait anticipé. Margot choisit ce moment pour apparaître, 2 coupes de champagne à la main. « Alex, tu es venu, et tu as déjà trouvé la plus jolie fille de la soirée, évidemment. Je suis Margot, sa sœur moins coincée. » Clémence rit malgré elle. Mathilde arriva à son tour, et en quelques minutes, le quatuor se forma naturellement. Ils déambulèrent à travers les salles, commentant les œuvres, débattant sur l'abstraction, glissant progressivement vers des sujets plus personnels. « Vous faites quoi dans la vie ?» demanda Margot à Clémence. « J'enseigne la littérature française dans un lycée du 18e. »« C'est magnifique !» s'exclama Margot sincèrement. « Moi, je ne pourrais jamais. J'ai besoin de mouvement, de nouveautés constantes. »« Et vous ?» demanda Clémence en se tournant vers Alexandre. Un silence, imperceptible, mais réel. « Je travaille dans l'entreprise familiale. Technologie, cybersécurité, ce genre de choses. » Il avait dit ça avec une telle neutralité qu'on aurait cru qu'il parlait de la météo. Clémence sentit qu'il y avait quelque chose de non dit, une distance entre ce qu'il faisait et ce qu'il était réellement. La soirée se poursuivit. Ils quittèrent le centre Pompidou pour un bar à vin rue Vieille du Temple, une adresse confidentielle que Mathilde connaissait par cœur. L'endroit sentait le bois ancien et le raisin fermenté. Ils s'installèrent à une table bancale, commandèrent une bouteille de Côte-du-Rhône. « Alors, professeur de littérature » lança Alexandre en remplissant son verre.
Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'enseignement? Clémence réfléchit. La conviction que les mots peuvent sauver des vies. Ça sonne grandiloquent, mais c'est vrai. J'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas beaucoup. Les livres ont été ma seule fenêtre sur le monde. Je voulais offrir ça à d'autres. Et ça fonctionne? Rarement. Mais quand ça arrive, quand un élève vous dit qu'il a lu Camus et que ça a changé quelque chose en lui, oui, ça vaut tous les sacrifices. Alexandre la regarda intensément. Vous êtes une idéaliste. Et vous, un cynique? Il sourit. Un vrai sourire cette fois, qui adoucit ses traits. Touché. Margot et Mathilde, de leur côté, avaient déjà dérivé vers une conversation passionnée sur la mode durable. Clémence et Alexandre se retrouvèrent dans une bulle, isolés du reste du monde. « Vous aimez votre vie » demanda-t-elle soudain. La question le prit de court. Personne ne lui avait jamais posé cette question aussi directement. C'est une vie confortable, sécurisée. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il but une gorgée de vin. Non, je ne l'aime pas particulièrement. Alors pourquoi la vivez-vous? Parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que c'est plus facile de suivre le chemin tracé que d'en créer un nouveau. Clémence hocha la tête. Je comprends, mais c'est triste. Vous êtes très franche. La vie est trop courte pour les faux semblants, ils se revirent. D'abord par hasard, une librairie Shakespeare & Company où ils tombèrent nez à nez devant le rayon Hemingway, puis de manière intentionnelle. Alexandre l'invita à dîner dans un petit restaurant italien du quartier latin, loin des établissements étoilés où il avait ses habitudes. Clémence accepta, intriguée par cet homme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ils parlèrent pendant des heures, de littérature, de philosophie, de leurs peurs respectives. Alexandre découvrit une femme d'une intelligence vive, capable de décortiquer les paradoxes de l'étranger avec une lucidité désarmante. Clémence découvrit un homme prisonnier de son propre nom, qui rêvait secrètement de tout plaquer pour devenir architecte. « Pourquoi vous ne le faites pas ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils marchaient le long de la Seine. « Parce que j'ai des responsabilités, des employés qui dépendent de l'entreprise, une famille qui a construit tout ça sur 3 générations. Et votre bonheur, il compte pour rien ?» Alexandre s'arrêta, la regarda. « Vous êtes la première personne à me poser cette question. Peut-être parce que je suis la première à vous voir comme un être humain et pas comme un nom de famille. » Cette nuit-là, ils s'embrassèrent sur le pont des Arts. Un baiser long, désespéré, comme si chacun cherchait chez l'autre ce qui lui manquait. Pour Clémence, c'était la sensation d'être vue, désirée par quelqu'un qui n'attendait rien d'elle. Pour Alexandre, c'était l'accès à une forme de simplicité, de vérité qu'il avait oubliée. Leur relation devint une évidence et un secret à la fois. Alexandre ne présenta jamais Clémence à ses parents. Elle comprit rapidement pourquoi. Une professeure de lycée sans fortune ni relation n'avait pas sa place dans l'univers des Valois. Il se voyait dans des lieux anonymes, son appartement sous les toits, des cafés de quartier, des cinémas du 20e arrondissement. « Pourquoi tu ne m'emmènes jamais chez toi ?» demanda-t-elle un soir. « Parce que cet endroit n'est pas moi. C'est juste un décor. Alors où es-tu, toi ?» Il l'embrassa pour ne pas répondre. Les semaines passèrent. Clémence sentait grandir en elle un sentiment qu'elle avait juré de ne jamais éprouver pour un homme comme lui. L'amour. Mais c'était un amour inquiet, précaire, comme une flamme exposée au vent. Alexandre, de son côté, vivait cette relation comme une parenthèse enchantée dans une vie qu'il détestait. Mais il savait, au fond, il avait toujours su, que cette parenthèse aurait une fin. Cela arriva un soir de janvier, 3 mois après leur rencontre. Alexandre arriva chez Clémence avec un visage fermé. Elle le connaissait assez maintenant pour savoir que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Mon père veut me présenter à la fille d'un de ses associés, une alliance de stratégique, comme il dit. Clémence sentit son cœur se serrer. Et je ne peux pas lui dire non, pas maintenant. L'entreprise traverse une phase délicate. Il y a des investisseurs à rassurer, une image à maintenir. Donc tu vas la rencontrer. Clémence, réponds à ma question. Tu vas la rencontrer? Oui. Le silence s'abattit sur la pièce comme une chape de plomb. Je ne suis pas assez bien pour toi, c'est ça? Lança-t-elle, la voix tremblante. Je ne suis qu'une petite professeure sans relation, sans argent. Je ne rentre pas dans ton monde. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Alexandre? Explique-moi. Il releva la tête, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de terrible, la lâcheté. Je ne suis pas prêt pour...
pour quelque chose de sérieux. Je pensais que c'était clair entre nous. » Clémence éclata d'un rire amer. « Claire, on se voit presque tous les jours depuis 3 mois. On parle de tout. Tu dors ici la moitié de la semaine. Et tu pensais que c'était quoi exactement? Une aventure sans conséquences? Sors d'ici. Clémence, s'il te plaît. Sors. » Il se leva, hésita une seconde, puis quitta l'appartement. Elle entendit ses pas descendre l'escalier de plus en plus lointain jusqu'à disparaître complètement. Puis elle s'effondra sur le sol, les bras autour de ses genoux, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis l'adolescence. Les jours suivants furent une brume grise. Clémence assurait ses cours en pilotage automatique, rentrait chez elle, fixait le plafond. Mathilde passa plusieurs soirs pour la forcer à manger, à parler, à exister. Mais Clémence se sentait vidée, comme si Alexandre avait emporté une partie d'elle en partant. Puis, 2 semaines après la rupture, les nausées commencèrent. D'abord légères, puis persistantes. Elle n'y prêta pas attention. Le stress, la tristesse, le manque de sommeil. Mais quand ses règles ne vinrent pas, une alarme sourde résonna dans sa tête. Un mardi matin, elle acheta un test de grossesse à la pharmacie du coin. La dame derrière le comptoir la regarda avec cette neutralité professionnelle qui ne trompe personne. De retour chez elle, Clémence s'enferma dans la salle de bain. 3 minutes d'attente, les plus longues de sa vie. 2 bars. Positif. Le monde bascula. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire, le test tremblant entre ses doigts. Enceinte, à 30 ans, célibataire, avec un salaire qui couvrait à peine ses besoins. Et le père qui avait fui parce qu'elle compliquait tout. Elle prit rendez-vous chez son médecin. Confirmation, 6 semaines de grossesse. Le docteur, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, lui exposa calmement ses options. « Vous avez le temps de réfléchir, mademoiselle Moreau. Aucune décision ne doit être prise à la légère. Je sais. » Mais au fond d'elle, Clémence savait déjà. Elle allait garder cet enfant. Non par romantisme, non parce qu'elle espérait reconquérir Alexandre, mais parce que cette vie qui grandissait en elle méritait une chance. Parce qu'elle refusait de laisser la peur dicter ses choix. Restait une chose à faire, prévenir Alexandre. Elle lui envoya un message simple. « Il faut qu'on parle. Café de Flore, demain, 15 heures. » Il répondit 3 heures plus tard. « D'accord. » Clémence arriva en avance, commanda un thé à la menthe qu'elle ne but pas. Le café de Flore grouillait de touristes et d'habitués, ce mélange typiquement parisien de superficialité et d'authenticité. Elle le vit arriver, vêtu d'un manteau en laine gris anthracite, les traits tirés. Il s'assit en face d'elle. « Tu vas bien ?»« Non. » Un silence. « Qu'est-ce qui se passe, Clémence ?» Elle prit une inspiration, chercha ses mots, puis renonça aux précautions. « Je suis enceinte. » Le visage d'Alexandre se figea. Pendant quelques secondes, il ne fut plus qu'une statue de marbre, incapable de réaction. Puis il parla très lentement. « Tu es sûr ?»« Test, prise de sang, échographie. »« Oui, je suis sûr. »« C'est de moi ?» La question la gifla plus violemment qu'une insulte. « Bien sûr que c'est de toi pour qui tu me prends. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Alors écoute, je vais garder cet enfant. Je ne te demande rien. Ni ton aide, ni ton argent, ni ta présence. Je voulais juste que tu sois au courant. » Alexandre passa une main dans ses cheveux, le regard fuyant. « Clémence, ce n'est pas le bon moment. Je suis en pleine négociation avec des investisseurs japonais. Mon père me met une pression de dingue. Et... Pas le bon moment? Tu crois que c'est le bon moment pour moi? Je gagne 1 800 € par mois, je vis dans 35 mètres carrés et je vais élever un enfant toute seule. Alors, il faut peut-être réfléchir à d'autres solutions. » « Quelle solution ?» Il baissa la voix comme si le mot lui brûlait la gorge. « Une IVG. C'est légal, discret. Personne n'a besoin de savoir. » Clémence le regarda avec une intensité glaciale. « Personne n'a besoin de savoir. Tu veux dire que ton nom immaculé n'aura pas à être sali par un accident de parcours avec une petite prof du 18e? Ne déforme pas mes propos. Alors dis-le clairement, Alexandre. Dis-moi que tu veux que j'avorte parce que ça t'arrange. Dis-moi que cet enfant est un problème à régler. » Clémence. Dis-le. Les conversations autour d'eux s'interrompirent une seconde. Alexandre baissa les yeux. « Je ne suis pas prêt à être père. Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Clémence sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Pas son cœur, il était déjà en miettes.
mais l'illusion qu'elle avait nourrie, celle d'un homme capable de grandeur malgré ses faiblesses. « D'accord, dit-elle en se levant. Tu n'es pas prêt. Message reçu. Mais moi, je le suis. Je vais avoir cet enfant et je vais l'aimer comme personne ne l'a jamais aimé. Et toi, tu vas continuer ta vie parfaite avec tes costumes sur mesure et tes dîners stratégiques. On est clair? Clémence, attends. Non, on n'a plus rien à se dire. » Elle sortit du café sous une pluie fine qui commençait à tomber. Derrière elle, Alexandre resta assis, pétrifié, incapable de la suivre, incapable de bouger. Et c'est ainsi que tout se termina entre eux, dans le silence d'un café parisien, dans la lâcheté d'un homme qui choisit le confort plutôt que le courage. L'hiver 2021 fut le plus dur de la vie de Clémence. Son ventre s'arrondissait semaine après semaine, visible sous ses pulls informes. Au lycée, les regards commencèrent à changer, d'abord discrets, puis franchement curieux. Les collègues posèrent des questions voilées. « Le père est dans le tableau? Tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit ?» Elle répondait avec un sourire fatigué et une phrase lapidaire « Je gère ». Sa propre famille réagit comme elle l'avait craint. Sa mère, Françoise, catholique pratiquante installée à Angers, lui fit une scène au téléphone qui se termina par des sanglots et des reproches. « Comment as-tu pu nous faire ça? Qu'est-ce que je vais dire aux gens de la paroisse ?» Son père, plus silencieux, se contenta d'un « Tu sais ce que tu fais, j'espère ». Clémence raccrocha et ne les rappela pas pendant 6 mois. Mathilde, en revanche, devint son pilier. Elle l'accompagna à chaque échographie, nota religieusement les conseils de la sage-femme, transforma son salon en atelier de tricot improvisé pour confectionner des brassières et des chaussons. « Tu n'es pas seule, répétait-elle. Je serai la marraine la plus chiante de l'histoire. » Le 14 juin 2021, à 4h32 du matin, Clémence accoucha à la maternité des Bluets, dans le 12e arrondissement. 12 heures de travail, une péridurale qui ne fonctionnait qu'à moitié et enfin, ce cri puissant qui déchira le silence de la salle d'accouchement. La sage-femme déposa sur son ventre un petit être fripé, rouge, hurlant de rage. C'est une fille. Clémence la regarda et le monde entier s'effaça. Plus de douleur, plus de peur, plus de solitude. Juste ce visage minuscule, ces yeux verts qui semblaient déjà questionner l'univers. « Élodie », murmura-t-elle, « tu t'appelleras Élodie. » Elle avait choisi ce prénom des semaines auparavant. Élodie, richesse de la bataille, en grec ancien. Parce que cette petite fille était déjà une victoire. Les premiers mois furent un brouillard de nuits blanches, de couches et de biberons. Clémence prit un congé maternité de 3 mois, puis dut retourner enseigner. Elle trouva une place en crèche municipale, un miracle dans Paris, mais les horaires étaient stricts. Dépôt avant 8h30, récupération avant 18h30. Elle courait constamment. Courir pour attraper le métro, courir pour ne pas être en retard au lycée, courir pour récupérer Élodie, courir pour faire les courses, préparer le dîner, donner le bain, raconter une histoire, s'effondrer enfin vers 23h pour recommencer le lendemain. L'argent manquait, cruellement. Avec son salaire de 1 800 € net, après le loyer, 950 € pour ce minuscule appartement sous les toits, les charges, la crèche, les courses, il ne restait presque rien. Elle arrêta de s'acheter des vêtements, renonça aux sorties, vécut de pâtes et de légumes surgelés. Mathilde l'aidait financièrement quand elle le pouvait, glissant discrètement un billet de 50 € dans son sac. Clémence refusait toujours, mais Mathilde insistait « C'est pour ma filleule, pas pour toi. Ferme-la et accepte. » Élodie grandissait. À 6 mois, elle fit ses premières dents. À 1 an, ses premiers pas. À 2 ans, ses premiers mots. Maman, lune, livre. Clémence l'emmenait partout, au jardin du Luxembourg les dimanches, à la bibliothèque du quartier, au spectacle gratuit de marionnettes au parc des Buttes-Chaumont. Elle vivait avec peu, mais elle vivait. Un soir, alors qu'Élodie avait 3 ans, la petite demanda pour la première fois « Pourquoi j'ai pas de papa ?» Clémence, qui était en train de préparer le dîner, s'immobilisa. Elle s'accroupit devant sa fille. « Tu as un papa, ma chérie, mais il ne vit pas avec nous. » Pourquoi ? Parce que parfois les adultes font des choix, et lui a choisi de ne pas être là. Il est méchant ? Non, il est juste. Ailleurs. Élodie hocha la tête, apparemment satisfaite de cette réponse, et retourna jouer avec ses cubes en bois. Mais Clémence resta là, à genoux sur le carrelage froid de la cuisine, le cœur serré. Elle ne détestait pas Alexandre.
Elle avait dépassé la colère depuis longtemps, mais elle ne pardonnerait jamais sa lâcheté. Le nom de Valois n'avait jamais été prononcé dans cet appartement. Il n'existait pas. Alexandre était devenu un fantôme volontaire. En mars 2025, 4 ans après la naissance d'Élodie, Clémence reçut une invitation par la poste. Un faire-part élégant, cartonné avec des lettres dorées, Amélie Joubert et Thomas Renard ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur mariage le samedi 12 avril 2025 au château de Pichon, Bordeaux. Amélie. Sa meilleure amie de fac après Mathilde, celle avec qui elle avait partagé une chambre de bonne pendant 3 ans, rue Mouffetard. Elles avaient perdu contact après la naissance d'Élodie, la faute à Clémence qui s'était peu à peu coupée du monde, incapable de supporter les regards de pitié. Mais Amélie avait persisté, envoyant des cartes postales, des messages, des photos de sa vie à Bordeaux, où elle travaillait comme avocate en droit de l'environnement. « S'il te plaît, viens !» avait-elle écrit à la main au dos de l'invitation. Avec Élodie, évidemment. « Je veux que tu sois là, tu me manques. » Clémence hésita longuement. Bordeaux, c'était loin. Cher. Elle devrait prendre le train, trouver une robe correcte, affronter des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Mais l'idée de revoir Amélie, de montrer à Élodie autre chose que Paris, de s'offrir un week-end de parenthèse, c'était tentant. Elle acheta 2 billets de TGV pour le 12 avril. Aller-retour dans la journée, classe économique, 187 € qu'elle ponctionnait sur ses maigres économies. Alexandre, pendant ce temps, avait continué sa vie. Une vie lisse, contrôlée, creuse. Il avait rencontré Camille de Montbrun, la fille dont son père avait orchestré la rencontre. 28 ans, diplômée de Sciences Po, famille de vieille noblesse désargentée. Ils s'étaient fréquentés pendant 1 an d'apparitions publiques aux galas de charité, aux vernissages, aux soirées d'entreprise. Camille était charmante, intelligente, parfaitement adaptée à son monde. Ils ne s'aimaient pas, mais l'amour n'était pas une variable dans ce genre d'équation. Les fiançailles furent annoncées dans les pages Société du Figaro. Puis, 6 mois plus tard, tout s'effondra. Camille le quitta par un message texte glacial. « Je ne peux pas passer ma vie avec un homme qui pense à une autre. Désolé. » Elle avait raison. Alexandre pensait à Clémence, constamment. Le souvenir de ses mains tenant une tasse de thé, de sa voix lisant Apollinaire à voix haute, de son rire quand il faisait une blague particulièrement nulle. Il l'avait cherché sur les réseaux sociaux. Rien. Pas de Facebook, pas d'Instagram, comme si elle avait volontairement disparu du monde digital. Il avait pensé à la contacter, des dizaines de fois. Mais que dire? Désolé d'avoir été un lâche? J'ai fait une erreur? Les mots sonnaient creux, insuffisants. Et puis, il avait peur. Peur de sa réaction. Peur de découvrir qu'elle l'avait oublié. Peur surtout de découvrir ce qui s'était passé après leur dernière conversation. Avait-elle avorté? L'idée le hantait certaines nuits. Ou bien avait-elle gardé l'enfant? Et dans ce cas, où était-il? Sa sœur Margot, qui avait gardé contact avec Mathilde, refusait obstinément de lui donner des nouvelles. « Tu as perdu ce droit quand tu l'as abandonné », lui avait-elle dit sèchement un soir de Noël. Alexandre n'avait pas insisté. Le travail le consumait. Valois Technologies prospérait. Nouveau contrat avec la défense française, expansion en Asie, rachat d'une start-up berlinoise. Son père le félicitait régulièrement. « Tu fais honneur au nom de la famille ». Ces mots le rendaient physiquement malade. À 34 ans, Alexandre Valois possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Richesse, pouvoir, reconnaissance. Et il se sentait vide, profondément, irrémédiablement vide. En février 2025, il reçut une invitation au mariage de Thomas Renard, un ami d'enfance avec qui il avait grandi dans le 16e arrondissement. Il s'était perdu de vue après HEC, puis retrouvé par hasard lors d'une conférence à la Sorbonne. Thomas s'était installé à Bordeaux, loin de l'agitation parisienne, et travaillait comme architecte paysagiste. Il incarnait tout ce qu'Alexandre aurait voulu être, libre. « Tu viens, j'espère », lui dit Thomas au téléphone. « Tu seras mon témoin. » Enfin, l'un des deux. « Refuse, et je ne te parle plus jamais. » Alexandre rit, un rire fatigué. « Je viendrai, promis. » Il ne savait pas encore que ce mariage allait faire exploser les 4 années de mensonges qu'il s'était racontés. Le 12 avril 2025, le château de Pichon rayonnait sous un soleil printanier éclatant. Situé à 20 km de Bordeaux, au cœur des vignobles du Médoc,
Le château était une bâtisse du XVIIIe siècle restaurée avec goût, entourée de jardins à la française, où les roses commençaient à éclore. Clémence et Élodie arrivèrent en fin de matinée, après 3 heures de TGV et un taxi hors de prix depuis la gare Saint-Jean. Élodie, 4 ans et demi, portait une petite robe blanche avec un nœud bleu ciel que Mathilde avait acheté pour l'occasion. Ses cheveux châtains étaient attachés en 2 couettes et elle ne cessait de regarder partout avec des yeux émerveillés. « Maman, c'est un vrai château. »« Oui, ma chérie. Comme dans les livres. Il y a une princesse ? » ?»« Aujourd'hui, oui. Amélie va se marier et devenir une princesse. » Élodie applaudit, ravie. Clémence sourit malgré la nervosité qui lui nouait l'estomac. Elle portait une robe simple en lin beige, achetée au solde chez Monoprix, et des sandales plates. Pas de bijoux, pas de maquillage élaboré. Elle était ce qu'elle était. Une femme de 34 ans qui avait traversé l'enfer et en était sortie debout. Amélie les accueillit avec des cris de joie. « Clémence, oh mon Dieu, tu es venue. Et cette Élodie, elle est magnifique. » Elles s'embrassèrent longuement. Amélie portait déjà sa robe de mariée, une création en dentelle ivoire, élégante et simple à la fois. « Tu es resplendissante, » souffla Clémence. « Et toi, tu es là, c'est tout ce qui compte. » La cérémonie se déroula dans les jardins, face aux vignes qui s'étendaient à perte de vue. Élodie resta sagement assise sur les genoux de Clémence pendant que le maire de la commune prononçait les vœux. Quand Amélie et Thomas échangèrent leurs alliances, Clémence sentit les larmes lui monter aux yeux. Du bonheur pour son amie, mais aussi une pointe de mélancolie pour ce qu'elle n'aurait jamais. Puis vint la réception. Des tables dressées sous une grande tente blanche, des bouquets de pivoine et de lavande, un orchestre de jazz manouche qui jouait en fond sonore. Clémence se retrouva à une table avec d'anciens camarades de fac, des gens qu'elle n'avait pas vus depuis une décennie. Les conversations étaient cordiales, mais superficielles. Carrière, voyage, projets immobiliers. Elle répondait par monosyllabes, surveillant du coin de l'œil Élodie qui jouait avec d'autres enfants près de la fontaine. C'est alors qu'elle le vit. Il se tenait près du bar, un verre de champagne à la main, en grande conversation avec un homme qu'elle reconnut comme le marié, Alexandre. Plus mince qu'avant, quelques fils gris dans ses cheveux noirs, mais c'était bien lui. Son cœur s'arrêta, littéralement. Non, pas ici, pas maintenant. Elle se leva brusquement, renversant presque son verre. « Ça va ?» demanda sa voisine de table. « Oui, j'ai besoin d'air. » Elle se dirigea vers les jardins, loin de la tente, le souffle court. Élodie la rejoignit en courant. « Maman, on peut aller voir les vignes ?»« Pas maintenant, ma chérie. S'il te plaît. Il y a une dame qui a dit qu'il y avait des papillons. » Clémence inspira profondément. « Reprends-toi. Il ne t'a peut-être même pas vu. Et même s'il t'a vu, qu'est-ce que ça change? Tu n'as rien à lui dire. » « D'accord. Allons voir les papillons. » Elles marchèrent entre les rangées de vignes, Élodie courant devant, Clémence tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Et puis, comme dans un cauchemar éveillé, elle entendit sa voix derrière elle. « Clémence !» Elle se figea, se retourna lentement. Alexandre se tenait là, à 3 mètres d'elle, le visage aussi blanc qu'un linge. Ses yeux passaient de Clémence à la petite fille qui courait entre les vignes, puis revenaient à Clémence, puis repartaient vers l'enfant. Un long silence, insoutenable. Élodie revint vers eux en sautillant. « Maman, j'ai vu un papillon bleu !» Elle s'arrêta en voyant l'homme. « Bonjour, monsieur. » Alexandre ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Il regardait cette petite fille, ses yeux verts, ses cheveux châtains, cette bouche qui formait un sourire exactement comme le sien quand il était enfant. Clémence vit le moment précis où il comprit, où tous les morceaux du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Ses genoux semblèrent fléchir légèrement. « Elle, » murmura-t-il, « elle n'a pas. »« Avorté ?» termina Clémence d'une voix glaciale. « Non, Alexandre, je n'ai pas avorté. » Il déglutit avec difficulté. « C'est ma... » « Ne termine pas cette phrase. Tu n'as aucun droit. » Élodie regardait alternativement les 2 adultes, sentant la tension sans la comprendre. « Maman, pourquoi tu es fâchée ?»« Je ne suis pas fâchée, ma chérie. Va jouer encore un peu, d'accord ? Maman doit parler avec ce monsieur. »« D'accord. » Elle repartit en courant. Alexandre et Clémence restèrent face à face, le poids de 4 ans de silence entre eux. « Elle a quel âge ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « 4 ans et demi. Et elle s'appelle Élodie Moreau. Pas Valois, Moreau. »
Alexandre passa une main tremblante sur son visage. « Mon Dieu, Clémence, Non, ne commence pas. Il faut que tu quoi, Alexandre? Que tu t'excuses, que tu expliques pourquoi tu as disparu pendant 4 ans, que tu justifies ta lâcheté. Je pensais que que j'aurais obéi, que j'aurais fait ce qui t'arrangeait. » Il la regarda, les yeux rouges. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tes excuses ne valent rien, elles ne changent rien. Je veux la connaître. S'il te plaît. » Clémence éclata d'un rire amer. « Tu veux la connaître? Maintenant? Après 4 ans et demi de silence complet? Je ne savais pas qu'elle existait. Tu savais que j'étais enceinte. Tu as choisi de disparaître. Tu ne m'as jamais demandé ce qui s'était passé, si j'allais bien, si l'enfant allait bien. Tu as juste effacé tout ça de ta vie parfaite. Ce n'est pas. Si, c'est exactement ça. » Élodie revint à ce moment-là tenant une fleur de vigne dans sa petite main. « Regarde, maman, pour toi. » Clémence s'accroupit, prit la fleur avec un sourire qui se fissura légèrement. « Elle est magnifique, ma chérie. »« Merci. » Alexandre les regardait, et quelque chose se brisa en lui. Cette scène, une mère et sa fille, dans un instant de tendresse absolue, lui révélait tout ce qu'il avait raté. Pas juste une grossesse, pas juste une naissance, mais 4 ans et demi de première fois. Les premiers mots, les premiers pas, les premiers rires. Tout. « Clémence, » murmura-t-il, « je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux être là maintenant. » Pour faire quoi? Bouleverser sa vie? Lui expliquer que son père a préféré sa carrière à son existence? Je vais lui dire la vérité, que j'ai eu peur, que j'ai été faible. La vérité? Elle a 4 ans, Alexandre. Elle ne comprendra pas ta lâcheté philosophique. Elle comprendra juste qu'elle n'a pas été assez importante pour que tu restes. Il baissa la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Clémence le regarda longuement. Sous la colère, sous la douleur, il y avait aussi une fatigue immense. Elle était épuisée de porter tout ça seule. Tu ne peux rien faire pour l'instant. Je ne te fais pas confiance. Tu vas devoir le gagner. Comment? Je n'en sais rien. Mais pas en débarquant comme ça dans sa vie. Elle prit la main d'Élodie. Viens, ma chérie, on va rentrer voir la mariée. Au revoir, monsieur, lança Élodie en agitant sa main libre. Alexandre leva la sienne en réponse, incapable de parler. Il les regarda s'éloigner, cette femme qu'il avait aimée et abandonnée. Cet enfant qu'il ne connaissait pas mais qui portait son ADN dans chaque cellule. Quand elles disparurent dans la foule de la réception, il s'effondra sur un banc de pierre, la tête entre les mains. Pour la première fois depuis des années, Alexandre Valois pleura, de honte, de regret, et de cette douleur sourde qui accompagne la révélation de sa propre insignifiance. Alexandre rentra à Paris le lendemain, incapable de rester 1 minute de plus au mariage. Il prétexta une urgence professionnelle, mais Thomas vit clair dans son jeu. C'est la professeure, pas vrai? La mère et l'enfant. C'est pour ça que tu es blanc comme un linge. Alexandre hocha la tête. C'est ma fille, Thomas. Ma fille, et je ne le savais pas. Putain, souffla Thomas, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais je dois faire quelque chose. De retour dans son penthouse de la Défense, Alexandre passa des jours entiers à réfléchir. Il engagea un détective privé pour retrouver l'adresse de Clémence, 28 rue Le Pic, 778 Paris, 5e étage. Il nota l'information, puis se sentit profondément misérable d'en être réduit à ça. Il commença à écrire des lettres. 10, 20, qu'il déchirait systématiquement. Aucun mot ne semblait suffisant. Comment résumer 4 ans d'absence en quelques paragraphes? Finalement, il en rédigea une, courte, maladroite. Clémence, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter. Je sais que mes excuses sont vides et tardives, mais je veux que tu saches que je pense à Élodie chaque jour depuis Bordeaux. Je veux apprendre à la connaître, si tu me le permets. Pas pour me racheter. Rien ne peut effacer ce que j'ai fait. Mais parce qu'elle mérite d'avoir un père, même imparfait. Je serai là si tu acceptes de me donner cette chance, Alexandre. Il l'envoya par courrier recommandé. Attendit. 1 semaine. 2. Aucune réponse. Il envoya des cadeaux. Des livres illustrés. Le Petit Prince, Babar, les fables de La Fontaine. Clémence les renvoya tous avec un mot sec. Elle n'a pas besoin de tes cadeaux. Il se présenta rue Le Pic un samedi matin. Sonna à l'interphone. Clémence décrocha. Qu'est-ce que tu veux? Juste te parler, 5 minutes. Non? Clémence, s'il te plaît. Tu ne comprends pas le mot non? Va-t'en, Alexandre. Tu n'es pas le bienvenu ici.
Il insista. Elle raccrocha. Il resta planté devant l'immeuble pendant 1 heure, espérant qu'elle sortirait. Elle ne sortit pas. Margot, sa sœur, le convoqua dans son appartement du Marais. « Tu es pathétique, » lui dit-elle sans détour. « Tu débarques après 4 ans et tu t'attends à quoi? Qu'elle te saute au cou? Je sais que j'ai merdé, mais elle ne me laisse aucune chance. » « Parce que tu ne mérites aucune chance. Tu l'as abandonnée enceinte, Alexandre. Tu lui as dit de se débarrasser du problème comme si c'était un email indésirable. Pourquoi elle te ferait confiance maintenant? Parce que j'ai changé. » Margot éclata de rire. « En 3 semaines, excuse-moi si je reste sceptique, j'ai rencontré ma fille. J'ai vu ses yeux. J'ai vu Clémence élever seule un enfant pendant 4 ans. Ça m'a ouvert les yeux. Sur quoi? Sur le fait que tu es un lâche. Félicitations, Einstein. » Alexandre serra les poings. « Aide-moi, s'il te plaît. » Margot soupira. « La seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même. Arrête les grands gestes. Arrête les lettres dramatiques. Si tu veux vraiment être dans leur vie, prouve-le. Mais pas en débarquant avec ton portefeuille, en montrant que tu es capable de patience, de respect, de putain d'humilité. » Alexandre prit finalement son courage à 2 mains et fit quelque chose qu'il aurait dû faire 4 ans auparavant. Il convoqua ses parents pour un dîner. Édouard et Hélène Valois arrivèrent à 20 heures précises dans le penthouse de leur fils. Édouard, 68 ans, costume gris-perle, posture militaire. Hélène, 64 ans, tailleur Chanel, perle au cou, sourire figé. « Qu'est-ce qui justifie cette convocation ?» demanda Édouard en s'asseyant. Alexandre posa son verre de whisky. « J'ai une fille. » Le silence s'abattit sur la pièce comme une enclume. « Quoi ?» souffla Hélène. « Elle s'appelle Élodie. Elle a 4 ans et demi. Sa mère est Clémence Moreau, une professeure de lycée que j'ai fréquentée il y a 5 ans. » Édouard devint écarlate. « Et tu nous l'annonces maintenant? Je viens de l'apprendre moi-même. Comment est-ce possible ?» Alexandre prit une inspiration, parce que quand Clémence m'a dit qu'elle était enceinte, je lui ai demandé d'avorter. Et quand elle a refusé, j'ai disparu. Hélène porta une main à sa bouche. « Alexandre, comment as-tu pu? Parce que j'étais un lâche. Parce que j'avais peur de ce que vous diriez. Peur de décevoir le grand Édouard Valois. Ne me mets pas ça sur le dos, cracha son père. C'est ta responsabilité. » Exactement. Ma responsabilité. Et j'ai fui. Mais maintenant, je veux la réparer. En faisant quoi? En lui donnant de l'argent? Un trust fund? Aboya Édouard. En étant présent. En étant un père. Hélène se leva, les larmes aux yeux. J'ai une petite fille. Pendant 4 ans, j'ai eu une petite fille et je ne le savais pas. Maman, tais-toi, Alexandre. Tu as privé cet enfant de sa famille. Tu nous as privés d'elle. Édouard, pour une fois, resta silencieux. Quand il parla enfin, sa voix était dure. Cette femme, Clémence, elle veut de l'argent? Non, elle ne veut rien de moi. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Rien. C'est justement le problème. Elle a construit sa vie sans moi, et elle a raison de ne pas me faire confiance. Hélène se rassit, recomposée. Nous devons rencontrer cet enfant, c'est notre sang. Elle ne vous connaît pas. Elle ne sait même pas que j'existe vraiment dans sa vie. Alors fais en sorte qu'elle le sache, ordonna Édouard. Tu es un Valois, assume tes responsabilités. Alexandre les regarda, ces 2 personnes qui avaient façonné sa vie selon leur code rigide, et pour la première fois, il ne ressentit ni peur ni déférence. Je les assumerai, à ma façon, pas à la vôtre. Il les raccompagna à la porte. Quand ils furent partis, il s'effondra sur le canapé, vidé. Pendant ce temps, Clémence affrontait sa propre tempête intérieure. Depuis le mariage, Élodie posait des questions. « Maman, c'était qui le monsieur aux vignes ?»« Juste quelqu'un que maman connaissait avant. Il était gentil ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Il avait tes yeux, maman. » Clémence s'arrêta net. « Quoi ?»« Ses yeux. Ils ressemblaient aux tiens. »« Aux miens ?»« Non, ma chérie. Aux tiens. » Les semaines passèrent. Alexandre ne se manifesta plus. Apparemment, il avait compris le message. Clémence se dit qu'elle devrait être soulagée. Elle ne l'était pas. Une part d'elle, petite, irrationnelle, avait espéré qu'il insisterait, qu'il prouverait que cette fois il ne lâcherait pas. Mathilde passa un soir, une bouteille de vin à la main. « Il faut qu'on parle. »« De quoi ?»« D'Alexandre. Margot m'a appelé. Il est détruit, Clémence. Tant mieux. Ne sois pas comme ça. Comme quoi ? Comme une femme qui a élevé seule une enfant pendant 4 ans pendant que monsieur vivait sa vie de milliardaire ?
Je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'être en colère, mais Élodie, elle mérite peut-être de connaître son père. Clémence posa son verre brutalement. Il n'est pas son père. Un père, ça se construit. Lui, c'est juste un donneur de sperme. C'est ça que tu veux qu'elle pense? Je veux qu'elle sache qu'on peut vivre dignement sans avoir besoin de quelqu'un qui nous a abandonnés. Mathilde soupira. L'orgueil, Clémence, c'est un luxe que les mères célibataires ne peuvent pas toujours se permettre. Clémence la regarda, blessée. Tu penses que je devrais lui donner une chance? Je pense que tu devrais écouter ce qu'il a à dire, pas pour lui, pour Élodie. 2 jours plus tard, Clémence reçut une dernière lettre, manuscrite, 3 pages. Elle la lut, debout dans sa cuisine, pendant qu'Élodie dormait dans la chambre d'à côté. Clémence, je n'ai aucune excuse, aucune justification acceptable pour ce que j'ai fait. J'avais 30 ans, j'étais censé être un homme responsable, et j'ai agi comme un gamin terrifié. Quand tu m'as annoncé ta grossesse, j'ai paniqué. Pas parce que je ne t'aimais pas, je t'aimais. Mais j'avais tellement peur de décevoir mes parents, de perdre le contrôle de ma vie parfaitement organisée. Alors j'ai pris la décision la plus facile, fuir. Je me suis dit que tu avorterais, que tout redeviendrait normal. Je ne me suis jamais demandé ce que tu ressentais, ce que tu allais traverser. Jamais. Pendant 4 ans, j'ai essayé de t'oublier. Mais tu étais toujours là, dans un coin de ma tête. Et parfois, tard le soir, je me demandais « Et si ?» Bordeaux a tout changé. Voir Élodie. C'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac et une révélation en même temps. Cette petite fille qui me ressemble, qui rit, qui court entre les vignes, elle existe, elle est réelle. Et je l'ai ratée. J'ai raté ses premiers sourires, ses premiers pas, ses premiers mots. J'ai raté les nuits blanches, les peurs, les joies. J'ai raté tout. Je sais que je ne peux pas récupérer ces années. Je sais que tu m'en veux, tu as raison de m'en vouloir. Mais je te supplie de me laisser une chance. Pas maintenant, pas tout de suite, mais un jour. Je ne veux pas être un père à temps partiel qui débarque avec des cadeaux. Je veux être présent, vraiment présent. Si tu me le permets, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Alexandre. Clémence replia la lettre, les mains tremblantes. Elle alla dans la chambre d'Élodie, s'assit sur le bord du petit lit. La fillette dormait paisiblement, son doudou lapin serré contre elle. Qu'est-ce qui était juste? Protéger sa fille de la déception ou lui donner la possibilité d'avoir un père? Clémence ne savait pas. Mais pour la première fois en 4 ans, elle envisagea la possibilité, infime, terrifiante, du pardon. Clémence mit 3 semaines avant de répondre. 3 semaines pendant lesquelles elle relut la lettre d'Alexandre chaque soir, pesant chaque mot, cherchant le mensonge, la manipulation. Elle n'en trouva pas. Juste une douleur brute, maladroite, sincère. Elle consulta Mathilde qui lui dit « Fais ce que ton cœur te dicte ». Elle consulta sa propre mère qui étonnamment répondit « Un enfant a besoin de son père, même imparfait ». Elle consulta même la psychologue scolaire du lycée qui l'écouta pendant 1 heure avant de conclure « La question n'est pas de savoir s'il mérite une chance, mais si Élodie mérite de connaître son père ». Finalement, un mercredi soir, Clémence envoya un message. Simple, direct. Café des Deux Moulins, samedi 14h, seul. Alexandre répondit en moins d'1 minute. J'y serai, merci. Le samedi, Clémence arriva en avance. Le Café des Deux Moulins, ce lieu mythique d'Amélie Poulain dans la rue Le Pic, grouillait de touristes et d'habitués. Elle commanda un café crème, s'installa à une table au fond, dos au mur. Position de défense. Alexandre arriva pile à l'heure. Il portait un jean, la première fois qu'elle le voyait sans costume, et un pull en laine gris. Il avait maigri. Des cernes sombres creusaient ses yeux verts. « Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour Élodie. Je sais. » Un silence, le bruit des tasses, des conversations environnantes, de la machine à café qui sifflait. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Alexandre ?» demanda-t-elle finalement. « Une chance de la connaître, c'est tout. Une chance, c'est vague, sois précis. » Il inspira profondément. « Je veux pouvoir la voir, régulièrement, apprendre qui elle est, être présent dans sa vie, à la mesure que tu jugeras acceptable. Et ensuite, dans 6 mois, 1 an, quand la nouveauté sera passée, tu disparais à nouveau? Non, comment je peux te croire? Tu ne peux pas. Pas encore. C'est pour ça que je te demande juste une chance de le prouver. » Clémence le regarda longuement. Cet homme qui l'avait détruite 4 ans auparavant semblait différent. Pas meilleur, pas pardonné, juste différent.
comme s'il avait traversé son propre enfer. « J'ai des conditions, dit-elle. Je t'écoute. Hein, tu ne débarques jamais chez moi sans prévenir, jamais. D'accord. 2. Tu ne lui achètes pas son affection avec des cadeaux. Si tu veux lui offrir quelque chose, tu m'en parles d'abord. D'accord. 3. Je serai présente à chaque rencontre. Tu n'es pas seule avec elle tant que je ne te fais pas confiance. Ça me semble juste. 4. À la seconde où tu la blesses, où tu la déçois, où tu montres le moindre signe de lâcheté, c'est terminé. Définitivement. Alexandre hocha la tête, la gorge serrée. Je comprends. Et dernière chose, Alexandre, la plus importante. Oui, tu ne lui dis pas que tu es son père. Pas encore. Pour l'instant, tu es juste un ami de maman. Elle a 4 ans. Elle ne peut pas gérer cette information maintenant. Il accusa le coup. Combien de temps? Jusqu'à ce que je sente qu'elle est prête et que je sente que tu es digne de ce titre. C'était dur, cruel peut-être, mais Clémence ne ferait aucun compromis sur la protection de sa fille. D'accord, murmura Alexandre. Quand est-ce que je peux? Quand est-ce qu'on peut se voir? Clémence sortit son téléphone, consulta son agenda. Dimanche prochain, parc des Buttes Chaumont, 15h, on ira se promener. 1 heure, pas plus. Merci Clémence, tu ne peux pas savoir. Ne me remercie pas. Prouve-le. Elle se leva, déposa 5 € sur la table et sortit sans se retourner. Alexandre resta assis, le cœur battant. 1 heure, dans une semaine. C'était infiniment peu. C'était déjà infiniment plus qu'il ne méritait. Le dimanche suivant était une journée d'avril lumineuse, le ciel d'un bleu éclatant au-dessus de Paris. Clémence avait passé la matinée à préparer Élodie psychologiquement. « On va voir un monsieur que maman connaît, d'accord? Le monsieur des vignes ?» Clémence sursauta légèrement. Cet enfant avait une mémoire d'éléphant. « Oui, celui-là. Il aimerait faire ta connaissance. » Pourquoi? Parce qu'il est gentil et qu'il aime les enfants. « D'accord. » La simplicité de l'enfance. Aucune arrière-pensée, aucune méfiance. Clémence l'envia presque. Alexandre les attendait devant l'entrée du parc, ponctuel à la minute près. Il portait un sac en toile duquel dépassait quelque chose. « Bonjour », dit-il d'une voix qu'il voulait assurer. « Bonjour », répondit Clémence. Élodie se cachait derrière les jambes de sa mère, soudain timide. « Bonjour Élodie », dit Alexandre en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu te souviens de moi ?» La petite hocha la tête. « Le monsieur aux vignes. C'est ça. J'ai apporté quelque chose pour toi si maman est d'accord. » Il regarda Clémence. Elle hocha la tête imperceptiblement. Alexandre sortit du sac un livre. Pierre et le loup de Serge Prokofiev, magnifiquement illustré. « Tu aimes les histoires ?» Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « Oui, maman me lit des histoires tous les soirs. C'est une très belle histoire, celle-là, avec de la musique. Si tu veux, je pourrais te la lire un jour. Maintenant, » Alexandre rit, un vrai rire, spontané. « Si ta maman est d'accord, on peut la lire sur un banc. » Ils marchèrent dans le parc, Élodie trottinant entre eux deux. Clémence observait Alexandre du coin de l'œil. Ses gestes hésitants, sa façon de chercher les bons mots, sa maladresse touchante. Il était terrorisé et ça se voyait. Ils s'installèrent près du lac. Alexandre ouvrit le livre et commença à lire. Élodie, captivée, se rapprocha progressivement de lui jusqu'à être assise à ses côtés. Quand il arriva au passage du loup, il modifia sa voix pour la rendre grave et menaçante. Élodie rit aux éclats. Encore la voix du loup. Clémence sentit sa gorge se serrer. Voir sa fille si heureuse près de cet homme qui l'avait abandonnée avant même sa naissance. C'était déchirant et magnifique à la fois. L'heure passa trop vite. Quand Clémence annonça qu'il fallait rentrer, Élodie protesta. « Déjà? Mais on n'a pas fini le livre. On le finira une autre fois, » dit Alexandre doucement. « Si maman est d'accord. » Élodie se tourna vers Clémence avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, maman, je veux savoir si Pierre attrape le loup. » Clémence soupira, mais sourit malgré elle. « D'accord, on reverra monsieur Alexandre. » Youpi! En partant, Élodie agita la main vers Alexandre. Lui resta immobile, la gorge nouée jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Puis il s'assit sur le banc et pleura. Des larmes de soulagement, de joie, de regret mêlés. Il venait de passer 1 heure avec sa fille. 1 heure qui valait toutes les réunions, tous les contrats, tout l'argent du monde. Les rencontres se multiplièrent, toujours en présence de Clémence, toujours encadrées, mais de plus en plus naturelles.
Parc Monceau un mercredi après-midi. Jardin du Luxembourg un dimanche. Une visite au Muséum d'histoire naturelle où Élodie hurla de joie devant les dinosaures. Alexandre apprenait. Il apprenait qu'Élodie adorait les crêpes au Nutella mais détestait les épinards, qu'elle avait peur du noir mais adorait les orages, qu'elle posait 10 000 questions par heure et écoutait rarement les réponses jusqu'au bout, qu'elle s'endormait toujours avec son doudou lapin qu'elle appelait « Monsieur Pompon ». Un jour, dans un café du Marais, Élodie lui demanda « Tu as des enfants, toi ?» Alexandre faillit s'étouffer avec son chocolat chaud. Il regarda Clémence qui détourna les yeux. « Je connais une petite fille très spéciale, » répondit-il prudemment. « C'est moi ?»« Oui, c'est toi. Alors pourquoi tu dis pas que je suis ta fille ?» Le silence s'abattit sur leur table. Clémence blêmit. « Élodie, où as-tu entendu ça ?»« Mathilde. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un. Elle disait « Alexandre essaie de reconquérir sa fille. » Clémence ferma les yeux. Bon sang, Mathilde et sa grande gueule. Alexandre posa ses mains à plat sur la table. « Élodie, regarde-moi. » La petite leva ses yeux verts vers lui. « C'est vrai que je suis ton papa, biologiquement. Mais être un papa, ce n'est pas juste ça. C'est être présent, s'occuper de toi, t'aimer tous les jours. Et moi, je n'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Et c'était une grosse erreur. » Élodie réfléchit, ses petites sourcils froncés. « Mais maintenant, tu as plus peur? » »« J'ai toujours peur, mais je veux essayer quand même. »« Alors tu peux être mon papa ?» Clémence intervint doucement. « Ma chérie, c'est compliqué. Alexandre et moi, on doit discuter de tout ça. Mais je veux qu'il soit mon papa. Tous mes copains à l'école, ils ont un papa. Moi aussi, je veux un papa. » Les larmes montèrent aux yeux de Clémence. Cette phrase qu'elle avait redoutée pendant des années. Alexandre sentit son cœur se briser. « Élodie, » murmura-t-il, « je vais essayer d'être le meilleur papa possible. Mais il faut me laisser du temps. Et il faut être patiente avec maman, d'accord? Elle fait ça pour te protéger. »« D'accord, » renifla la petite. Cette nuit-là, après avoir couché Élodie, Clémence s'effondra sur son canapé. Alexandre était resté pour discuter, comme elle l'avait exigé. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-elle. « Moi non plus. Elle est trop jeune pour comprendre. Peut-être, ou peut-être qu'elle comprend mieux que nous. » Clémence le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle voit deux adultes qui marchent sur des œufs autour d'elle. Elle sent les tensions, les non-dits. Les enfants ne sont pas idiots. Je sais qu'ils ne sont pas idiots. C'est justement pour ça que je veux la protéger. En lui cachant la vérité, Clémence se raidit. « La vérité? Tu veux lui dire quoi, Alexandre? Que son père l'a abandonné avant même sa naissance. Que tu as choisi ta carrière plutôt qu'elle. Je veux lui dire que j'ai fait une erreur, une énorme erreur, mais que je suis là maintenant et que je ne partirai plus. Comment je peux croire ça? Parce que je viens de passer les 6 dernières semaines à tout réorganiser dans ma vie. J'ai démissionné de la moitié de mes responsabilités dans l'entreprise. J'ai refusé 3 contrats internationaux. J'ai dit à mon père que je ne vivrais plus selon ses règles. » Clémence resta bouche bée. « Tu as fait quoi? » ?»« J'ai changé ma vie, Clémence, parce que rien de tout ça n'a de sens si je ne peux pas être là pour elle. Pour vous. »« Pour nous ?» répéta-t-elle, incrédule. Alexandre s'avança vers elle prudemment. « Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Je sais que ce qui était entre nous est mort depuis longtemps. Mais je veux que tu saches que je ne fais pas ça pour te reconquérir. Je le fais parce que c'est la chose juste. » Clémence sentit quelque chose se fissurer en elle. Une muraille qu'elle avait bâtie pierre par pierre pendant 4 ans. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Tout le temps que tu voudras. » Les semaines de mai apportèrent une routine fragile. Alexandre venait 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et le dimanche. Il emmenait Élodie au cinéma voir Le Roi Lion en version restaurée. Elle pleura quand Mufasa mourut et Alexandre la serra dans ses bras, maladroitement d'abord, puis plus naturellement. C'était la première fois qu'il la prenait dans ses bras. Mais ce n'était pas un long fleuve tranquille. Il y eut des accrocs, des moments de tension. Un jour, Alexandre débarqua avec une énorme peluche, un éléphant presque aussi grand qu'Élodie. Clémence le fusilla du regard. On avait dit pas de cadeaux extravagants. Je sais, mais... Pas de mais. Règles. On les respecte ou c'est terminé. Alexandre rapporta la peluche le lendemain, la remplaça par un petit puzzle en bois. Leçon apprise. Une autre fois,
Il arriva en retard de 40 minutes à un rendez-vous au parc. Élodie avait passé tout ce temps à demander « Il vient quand, monsieur Alexandre ?» Quand il arriva enfin essoufflé, expliquant qu'il y avait eu un accident sur le périphérique, Clémence l'accueillit avec une froideur glaciale. « Tu ne fais jamais ça. Tu entends? Jamais. Si tu dois être en retard, tu appelles. Tu préviens. Tu ne laisses pas ma fille attendre et se demander si tu vas venir. Je suis désolé, je me fiche de tes excuses. Ne recommence pas. » Il ne recommença pas. Il arriva même systématiquement 10 minutes en avance après ça. Progressivement, quelque chose changea. Clémence se surprit à sourire quand Alexandre racontait une histoire à Élodie avec des voix différentes. Elle se surprit à le consulter quand Élodie tomba malade. Juste un texto. Elle a 38,5 de fièvre. Je l'emmène chez le médecin. Il répondit immédiatement. Tu veux que je vienne? Elle refusa. Mais le simple fait qu'il ait proposé, ça comptait. Un soir de juin, après avoir couché Élodie, ils se retrouvèrent sur le petit balcon de l'appartement de Clémence. Paris s'étendait devant eux, illuminé dans la nuit d'été. « Elle t'appelle Alex maintenant », fit remarquer Clémence. « Je sais, ça m'a fait bizarre la première fois. Elle t'aime bien. Je l'aime aussi. Plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. » Clémence sirota son verre de vin. « Tu sais, j'ai toujours pensé que le jour où tu reviendrais, si tu revenais, je te détesterais, que je te claquerais la porte au nez et que ce serait satisfaisant. Et ce n'est pas le cas? Non, c'est compliqué. Tu m'as fait tellement de mal, tellement, mais je vois l'effort que tu fais. Je vois qu'Élodie est heureuse quand tu es là, et je ne sais plus quoi penser. » Alexandre resta silencieux un moment. « Je ne te demande pas de me pardonner, Clémence, juste de me laisser continuer à être présent. Tu as changé. Vraiment. J'avais pas le choix. L'homme que j'étais il y a 4 ans. Il ne mérite ni toi, ni elle. » Clémence le regarda. Dans la pénombre, ses traits semblaient adoucis. « Est-ce que tu es heureux maintenant ?» La question le prit au dépourvu. « Oui. Pour la première fois depuis des années, oui. » Début juillet, Clémence prit une décision audacieuse. Amélie, son amie de Bordeaux, organisait un week-end entre copines à Lyon. Mathilde serait là. Quelques autres amis de la fac. Clémence n'était pas sortie sans Élodie depuis 4 ans. « Je peux garder Élodie » proposa Mathilde. « Non » répondit Clémence. « Je veux qu'Alexandre la garde. » Mathilde faillit renverser son café. « Sérieusement ? C'est le moment de voir s'il est vraiment capable d'assumer. Un week-end entier, samedi matin à dimanche soir. Et s'il panique, alors je saurai qu'il n'est pas prêt. » Clémence appela Alexandre. « J'ai besoin que tu gardes Élodie ce week-end. Samedi et dimanche. Chez toi. » Silence à l'autre bout du fil. « Tu es sûr ? » ?»« Non. Mais je veux voir si je peux te faire confiance. Je serai à la hauteur. Je te le promets. » Le vendredi soir, Clémence prépara le sac d'Élodie avec un soin maniaque. Doudou lapin, pyjama préféré, brosse à dents violette, 3 livres, ses vêtements pour 2 jours. Elle écrivit une liste détaillée. Horaire de repas, allergie, aucune mais bon. Numéro d'urgence, adresse de l'hôpital le plus proche. Alexandre arriva à 9 h le samedi matin. Élodie sautillait d'excitation. « Je vais dormir chez Alex! Je vais dormir chez Alex !» Clémence se pencha vers sa fille. « Tu seras sage, d'accord? Et si tu veux rentrer, tu le dis à Alex et il m'appelle. »« Promis, maman. » Puis Clémence se tourna vers Alexandre. « Si quoi que ce soit, je t'appelle, immédiatement, je sais. » Elle embrassa Élodie une dernière fois et les regarda partir. Quand la porte se referma, elle s'effondra sur le canapé et pleura, de peur, d'espoir, de fatigue accumulée. Le week-end d'Alexandre fut une révélation. Il découvrit ce que c'était que d'être vraiment responsable d'un enfant. Préparer les repas. Il brûla les pâtes, commanda une pizza. Gérer l'heure du bain, l'eau partout sur le sol. Lire des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. 3 livres, pas un de moins. Se réveiller à 6 h du matin parce qu'elle avait fait un cauchemar. Mais il y eut aussi les moments magiques. Élodie explorant son immense appartement comme si c'était un terrain d'aventure, lui apprenant à faire des crêpes le dimanche matin, résultat catastrophique mais hilarant. Regarder Ratatouille lever ensemble sur le canapé en mangeant du pop-corn. Le dimanche soir, quand Clémence vint récupérer Élodie, la petite se jeta dans ses bras. « Maman, on a fait des crêpes et Alex m'a laissé dormir dans un grand lit. Et on a regardé un film avec un rat qui fait la cuisine. » Clémence sourit soulagée. « Tu t'es bien amusée ? » « Trop bien.
Elle regarda Alexandre. Il avait une tache de chocolat sur son pull et semblait épuisé, mais ses yeux brillaient. « Merci, dit-elle simplement. « Non, merci à toi de m'avoir fait confiance. » Quand elles furent de partie, Alexandre s'effondra sur son canapé. Il avait mal partout, son appartement était sans dessus-dessous, et il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Mi-août, Alexandre fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Il écrivit une lettre manuscrite. Pas à Clémence, à Élodie. « Ma chère Élodie, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir accepté dans ta vie alors que je ne le méritais pas. Merci de me faire rire, de me poser 1000 questions, de me montrer le monde avec tes yeux. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu rends tout le monde meilleur autour de toi, surtout moi. Je voulais aussi te dire que je suis fier d'être ton papa, même si je suis nouveau dans ce métier et que je fais plein d'erreurs. J'apprends tous les jours grâce à toi. Je t'aime très fort, ma petite étoile. Ton papa qui t'aime, Alex. » Il glissa la lettre dans une enveloppe, y ajouta un dessin qu'il avait fait lui-même, très maladroit, représentant une étoile, et l'envoya par la poste. Quand Élodie la reçut, elle demanda à Clémence de la lire. Clémence la lut à voix haute, la gorge serrée. À la fin, Élodie dit simplement « Il m'appelle Petite Étoile. C'est joli. » « Oui, ma chérie, c'est très joli. » Cette nuit-là, Clémence relut la lettre seule dans sa cuisine. Et pour la première fois depuis 4 ans et demi, elle pleura. Mais pas de tristesse. D'autre chose, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Septembre arriva, et avec lui la rentrée scolaire. Élodie entrait en moyenne section de maternelle. Clémence l'avait inscrite à l'école de la rue Championnet, à 15 minutes à pied de chez elle. Le jour de la rentrée, Alexandre demanda timidement « Je peux venir ? Pour l'accompagner ?» Clémence hésita. C'était un grand pas. Les autres parents verraient. Il y aurait des questions. Mais quand elle vit Élodie hocher la tête frénétiquement, elle céda. « D'accord, mais on y va ensemble. » Tous les trois. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Montmartre, Élodie au milieu tenant leurs mains respectives. Des passants les croisaient, voyaient ce tableau, un homme, une femme, une enfant, et souriaient. L'image parfaite d'une famille. Mais Clémence savait que l'image ne reflétait pas la complexité de leur situation. Pourtant, pour la première fois, elle n'en était pas gênée. À l'école, Élodie courut rejoindre ses camarades sans un regard en arrière. Clémence et Alexandre restèrent plantés devant le portail. « Elle grandit trop vite, murmura-t-il. « Oui, et on ne peut pas arrêter le temps. » Alexandre se tourna vers elle. « Clémence, est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras, je veux dire, nous ?» Elle l'interrompit doucement. « Je ne sais pas, Alexandre. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui s'est passé entre nous, c'est encore douloureux. Mais ce qui se construit maintenant, avec Élodie, c'est différent. C'est précieux. Je ne veux rien précipiter. Bien, parce que je ne suis pas prête. Mais tu n'es pas fermée à l'idée. » Clémence le regarda longuement. « Demande-moi ça dans 6 mois. » C'était une ouverture. Minuscule, mais réelle. Fin novembre, Hélène Valois insista lourdement pour rencontrer sa petite fille. Alexandre avait repoussé le moment pendant des mois, mais sa mère menaçait maintenant de débarquer rue Le Pic si nécessaire. « Il faut qu'on règle ça, » dit-il à Clémence. « Mes parents veulent la rencontrer. » « Non, Clémence. Ils ont passé 4 ans sans savoir qu'elle existait. Ils peuvent attendre encore. Ce n'était pas leur faute. C'était la mienne. Et alors ? Élodie n'est pas un trophée qu'on présente à la famille pour faire bonne figure. Alexandre soupira. « Tu as raison, mais ma mère elle est insistante. Et honnêtement, je pense qu'elle veut vraiment la connaître. Pour de bonnes raisons. » Clémence réfléchit longuement. « D'accord, un dîner. Chez eux. Mais je suis présente. Et à la moindre remarque déplacée, on part. » Le dîner fut organisé dans l'hôtel particulier des Valois, avenue Foch. Clémence n'avait jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Murs lambrisés, tableaux de maître, mobilier d'époque. Elle se sentit immédiatement déplacée dans sa robe H&M. Hélène accueillit Élodie avec des larmes dans les yeux. « Mon Dieu, Alexandre, elle te ressemble tellement. » Édouard, plus réservé, observa la petite avec un mélange de curiosité et de quelque chose qui ressemblait à du regret. Le dîner fut étrangement cordial. Hélène posa 1000 questions à Élodie. Ce qu'elle aimait à l'école, ses jeux préférés, ses livres favoris. Édouard, moins à l'aise avec les enfants, lui offrit une visite de sa bibliothèque personnelle. Élodie, impressionnée par les milliers de livres,
resta bouche bée. À la fin de la soirée, Hélène prit Clémence à part. « Je voulais vous dire, je suis désolé. Pour tout. » Clémence resta sur ses gardes. Désolé de quoi? De ne pas avoir été là, de ne pas avoir aidé. Alexandre nous a expliqué ce qui s'était passé. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. Et j'ai honte. Clémence ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas votre responsabilité. Si, vous éleviez ma petite fille seule pendant que nous vivions dans l'ignorance. Si j'avais su, les choses auraient été différentes. Peut-être, ou peut-être pas. Hélène hocha la tête. Vous êtes une femme remarquable, Clémence. Alexandre a eu beaucoup de chance de vous rencontrer et beaucoup de malchance de vous perdre. Sur le chemin du retour, Élodie s'endormit dans le taxi. Alexandre les raccompagna jusqu'à leur porte. « Merci, dit-il, d'avoir accepté. Ils sont moins terribles que je ne pensais. Ma mère t'aime bien, elle me l'a dit. Tant mieux pour elle. » Un silence. « Clémence, les 6 mois sont presque écoulés. » Elle sourit faiblement. « Je sais. Et, demande-moi encore une fois, à Noël. » Début décembre, Clémence prit une décision qui surprit tout le monde. Passer Noël à Lille. Pas à Paris, pas chez ses parents, à Angers. Lille, où elle avait trouvé un petit appartement en location pour une semaine. Juste elle et Élodie. Et Alexandre, si elle l'invitait. Elle l'appela un soir. « Tu es libre pour Noël ?» Oui. Enfin, mes parents s'organisent le traditionnel dîner familial, mais... Oublie tes parents. Je t'invite à Lille. Élodie, toi et moi. Une semaine. Silence. Tu es sérieuse? Complètement. Pourquoi Lille? Parce que c'est loin de Paris. Loin des attentes, des regards, de tout. Juste nous 3. Alexandre sentit son cœur exploser. J'y serai. Le 23 décembre, ils prirent le train pour Lille. Élodie, surexcitée, ne tenait pas en place. L'appartement qu'avait loué Clémence était modeste, mais chaleureux. Une maison de ville avec une petite cheminée, des poutres apparentes, une cuisine où tout semblait à portée de main. Le 24 au soir, ils montèrent ensemble le sapin de Noël. Un petit épicé à acheter au marché, décoré avec des guirlandes trouvées dans un bazar et des boules faites maison par Élodie. Alexandre accrocha l'étoile au sommet, tenant Élodie sur ses épaules pendant qu'elle la plaçait en riant. Clémence les observait depuis le canapé, une tasse de vin chaud à la main. Cette scène, cet homme et cet enfant, cette complicité simple, naturelle, lui serra le cœur. « Maman, viens voir, c'est beau. » Elle les rejoignit. Ils se tinrent tous les 3 devant le sapin, dans la lueur douce des guirlandes. « C'est parfait, » murmura Clémence. Après avoir couché Élodie, Alexandre et Clémence se retrouvèrent dans le salon. La cheminée crépitait doucement. « Les 6 mois sont passés, » dit Alexandre. « Je sais. Alors, je peux te poser la question ?» Clémence prit une grande inspiration. « Vas-y, est-ce que tu penses qu'un jour, que nous pourrions être une vraie famille? Pas juste pour Élodie, mais pour nous aussi. » Clémence le regarda. Cet homme qui l'avait détruite, puis qui s'était reconstruit pour mériter une place dans leur vie. Cet homme imparfait, maladroit, mais présent, tellement présent. Je ne sais pas si je peux t'aimer comme avant, Alexandre. Cette femme qui t'aimait il y a 5 ans, elle n'existe plus. Elle est morte le jour où tu es parti. Il accusa le coup, mais ne détourna pas le regard. Je comprends. Mais continua-t-elle, il y a peut-être une autre forme d'amour possible, pas basée sur la passion aveugle, mais sur la confiance construite jour après jour, sur le respect, sur le pardon. Tu me pardonnes? Je suis en train d'apprendre. C'est long, c'est douloureux. Mais oui, je pense que je suis en train de te pardonner. Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne mérite pas. Non, tu ne mérites pas. Mais Élodie mérite d'avoir ses 2 parents. Et moi, je mérite de ne plus porter tout ça seule. Elle prit sa main. Pour la première fois depuis Bordeaux, elle prit sa main de son propre chef. On va essayer, Alexandre. Doucement, sans promesse qu'on ne peut pas tenir. Mais on va essayer. Il porta sa main à ses lèvres, l'embrassa doucement. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. Je sais. Le matin de Noël, Élodie se réveilla à l'aube et courut dans le salon. Sous le sapin, il y avait 3 cadeaux. Pas des montagnes de jouets, juste 3 présents choisis avec soin. Elle ouvrit le premier. Un livre illustré sur les étoiles, de la part d'Alexandre. Le deuxième, une boîte de crayons de couleur professionnelle et un carnet de dessin de la part de Clémence. Le troisième,
un cadre photo où était inscrit « Notre famille », vide pour l'instant, en attente d'être rempli. « C'est pour nous trois ?» demanda Élodie. « Oui, ma chérie, » répondit Clémence. « Alors on est une famille maintenant. » Alexandre et Clémence se regardèrent. « Oui, dit Alexandre, on est une famille. » Élodie sauta dans leurs bras, les enlaçant tous les deux. « Papa, maman, c'est le plus beau Noël du monde !» Et pour la première fois, Alexandre entendit ce mot, « papa », prononcé avec certitude, avec amour, sans doute, sans question. Clémence pleura. Pas de tristesse, pas de colère, mais de soulagement, de joie fragile, de cette paix qu'on trouve après des années de tempête. Ils passèrent la journée ensemble. Promenade dans le Vieux-Lille sous une neige légère. Déjeuner dans une estaminet où Élodie découvrit le Welsh et en redemanda. Retour à la maison pour une sieste collective devant la cheminée. Le soir, alors qu'Élodie dormait profondément, Alexandre et Clémence s'installèrent sur le canapé. « Merci, dit-il. »« De quoi ? » ?»« De m'avoir donné cette chance. De nous avoir donné cette chance. Tu l'as gagnée, jour après jour. Je ne partirai plus jamais. Je sais. » Il l'embrassa. Doucement, avec respect, avec tout l'amour qu'il avait appris à ressentir. Elle répondit au baiser, et dans ce geste simple se scellait quelque chose de nouveau. Pas un retour au passé, mais la naissance d'un futur, une famille qui n'aurait jamais dû exister, mais qui, contre toute attente, était devenue la plus belle chose qui soit.